Mon envie de participer, c'était parce que déjà, c'est sûr que ça fait une pub incroyable, surtout quand on change de ville ou de pays et de reconstruire toute l'entreprise, etc., de retrouver la clientèle. C'est assez compliqué. L'autre point, c'était aussi de voir est-ce que j'en étais capable et de prouver aussi que l'architecture d'intérieur, c'est ce que je sais faire et que c'est pas non plus qu'un métier de hobby. Ça m'a aidé à prouver un peu ma légitimité. Et surtout, moi, quand j'ai fait ma reconversion, c'est sûr que c'était pas forcément très, très, très bien vu au début, où beaucoup de gens avaient des commentaires à faire. Oui, puisque j'étais à la base ingénieure, où j'avais fait quand même de longues études, et de me reconvertir dans l'architecture d'intérieur. En France, on va plutôt privilégier, mettre en avant les métiers avec des longues études où il y a des mathématiques, ou par exemple aussi la médecine, et les métiers sur la créativité où on est des artistes, c'est pas encore mis en avant, alors que en Angleterre, la créativité c'est très important. Donc ici, personne ne m'a jamais posé la question ou ne m'a jamais dit mais pourquoi t'as laissé tomber ton salaire d'ingénieur et ta notoriété d'ingénieur pour te lancer dans un métier où tout ce que tu fais, c'est taper des coussins et faire des dessins. Voilà, c'était un peu ça en résumé. Sur le plateau de télévision, j'étais la seule française. Donc, à un moment, je me suis même demandé si, quand ça allait passer à la télé, s'ils allaient mettre des sous-titres pour me faire me sentir mal. Mais au final, ils ne l'ont pas fait. Alors, les Français reconnaissent que je suis française dans mon accent. Mais souvent, les Anglais me demandent si je suis allemande ou si je suis suisse ou si D'accord. En fait, j'ai aussi cette capacité en fait, quand j'arrive dans un pays ou quand je parle à quelqu'un qui a un accent, je vais m'approprier son accent, mais juste par imitation. Alors, c'est sans le faire exprès. Et du coup, en fait, tous ces accents, je les ressors. C'est le fruit des cultures dans lesquelles tu as vécu, quoi, finalement. C'est ça. Et aussi, j'imite un peu des fois les personnes avec qui je parle. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'Écossais. Alors, des fois, c'était des accents très, très étranges que je faisais. Mais bon, c'était une très belle expérience. Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de soi-même, a dit Confucius. Si Justine Guillermot a beaucoup voyagé entre le Canada, la France, l'Allemagne et aujourd'hui l'Angleterre, elle s'est aussi, et peut-être même surtout, beaucoup remise en question. Cette ingénieure dans l'aérospatiale est aujourd'hui architecte d'intérieur à son compte et à la tête d'une entreprise au nom évocateur, Rainbow Shaker, le mélangeur d'arc-en-ciel. Et elle raconte au micro de French Expat où est-ce qu'elle a puisé sa passion pour les couleurs et la décoration. Mais je dois bien vous avouer un truc. French Morning a surtout découvert Justine grâce à sa participation à The Big Interior Battle, une émission de télé-réalité anglaise dans laquelle Justine et d'autres concurrents architectes d'intérieur devaient refaire des appartements sur Channel 4, une chaîne anglaise donc. Outre une histoire de reconversion professionnelle, l'histoire que je vous propose aujourd'hui, l'histoire de Justine Guillermot, est avant tout une histoire de passion. Une passion qu'elle s'est découverte à l'âge de 5 ans en rénovant elle-même la maison de ses parents. Vous venez de l'entendre, avec Justine, on revient ensemble sur les différences culturelles qu'il existe entre la France et l'Angleterre en matière de design d'intérieur. En Angleterre, on a tendance à favoriser l'extravagance, les couleurs, la texture, alors qu'en France, on donne la priorité à la simplicité. C'est vrai ou c'est cliché ça ? Un épisode haut en couleurs qui va vous faire du bien. Je suis Anne-Fleur Andrely. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si le contenu proposé par French Morning, le média des Français de l'étranger, vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner afin de soutenir notre travail. C'est parti pour une nouvelle histoire.
Bonjour à toi et à tous et merci de m'accueillir sur ce podcast. Pour me décrire, c'est un petit peu compliqué. J'ai un parcours qui est assez atypique. Actuellement, je suis architecte d'intérieur sur Londres et j'ai un design très coloré, très décalé, on va dire. Et j'ai pas toujours été architecte d'intérieur, donc j'ai une vie d'avant, j'ai fait une reconversion. Du coup, j'étais ingénieure aérospatiale, donc c'est une carrière très différente de ce que je fais actuellement. Donc voilà, c'est mes 2 vies. J'ai déménagé à Londres il y a 1 an et demi à peu près avec mon mari et mes 2 chats. Londres, ça a toujours été une ville j'ai toujours rêvé d'habiter par sa créativité en fait. Je trouve qu'il y a toujours une surprise à chaque coin de rue. Donc ça m'a toujours plu de vouloir habiter là-bas. Donc je reprends pour ceux du fond. Justine habite à Londres, elle est décoratrice d'intérieur, reconvertie, puisqu'elle était avant ingénieure dans l'aérospatiale. Elle adore Londres, elle vient de nous le dire, mais vous allez voir que Londres, et l'Angleterre en général, ce n'est pas, et c'est même loin d'être sa première expérience à l'étranger. Non, pas du tout. D'ailleurs, avec mon mari, on a compté le week-end dernier. On a fait au total une 15aine de déménagements. Ah oui, quand même. En combien de temps ? Là, je vais avoir 30 ans cet été. Donc là, les 15 déménagements, c'était en une dizaine d'années à peu près. Vous avez la santé quand même, hein ? Oui, j'ai beaucoup la bougeotte. Je suis très curieuse et j'aime découvrir des nouvelles cultures. J'ai vécu notamment au Canada, à Montréal, en Allemagne dernièrement, et puis en France, plusieurs endroits de la France, aux États-Unis. C'est toujours c'est les expériences d'une vie, quoi. Ça a toujours été sympa. Vous êtes un peu perdu ? Justine nous dit être décoratrice d'intérieur, mais en fait, pas vraiment. Si, je vous explique. Justine, et vous allez d'ailleurs vous en rendre compte dans cet épisode, est une femme très déterminée et passionnée. Mais être passionnée ne signifie bien entendu pas d'être mariée à sa passion, parce que Justine, elle en a bien plus qu'une. Elle a donc fait ses études d'ingénieure dans une école du sud de la France, à Supaéro. Pendant ses études, elle a eu l'occasion de partir au Canada, à Montréal, une expérience qu'elle a adorée. À l'issue de son parcours dans cette école, elle enchaîne les jobs dans des startups innovantes de son domaine, donc dans l'aérospatiale, en région parisienne puis en Allemagne. Elle va même jusqu'à rejoindre Ariane Group pour travailler sur la fusée Ariane 6, la consécration. Dans toutes ces expériences, en plus des apprentissages professionnels, Justine est particulièrement fascinée par l'aspect multiculturel de ces entreprises dans lesquelles l'anglais est finalement la langue du quotidien, et ce, en France comme en Allemagne. Elle travaille donc pendant une dizaine d'années dans ce domaine, une décennie qui se termine au tout début de l'année 2020, au tout début de la pandémie. Et là, tout change. Son quotidien n'y fait pas exception, et avec lui arrivent de nouvelles envies. Après ma dernière start-up en Allemagne, malheureusement, au bout de, je crois, d'1 an et demi, après avoir déménagé à Munich, la pandémie est arrivée. J'étais dans les emplois critiques, dans les emplois critiques où il fallait continuer à être sur place. Le futur de l'entreprise dépendait vraiment des expériences que je faisais sur la propulsion. Et puis, c'était je pense, pour tout le monde un peu une période charnière où je me suis un peu remis en question. J'ai remis aussi un peu tout en question parce que la passion, je la retrouvais pas forcément. Et aussi, le métier d'ingénieur, on n'en parle pas forcément, mais le métier d'ingénieur, il n'y a pas énormément de femmes. Et c'est compliqué. Quand on est une femme, c'est encore un sujet qui est qui n'est pas trop parlé, mais c'est assez compliqué de se faire une place en tant que femme. Et dans la propulsion aérospatiale encore plus, même si j'avais 2 ou 3 diplômes dans le sujet en étant experte, c'était une fois avoir épousé mon mari, j'étais mise au placard finalement.
je me suis dit, je veux pas faire ma vie comme ça. Moi, j'ai de l'ambition, j'ai de la passion, j'ai de l'énergie. Je veux créer ma propre entreprise, leur montrer que je suis capable d'entreprendre de grandes choses, même si c'est pas forcément dans le spatial, parce que je me sentais pas de commencer quelque chose d'aussi pointu. Et je me suis dit, je vais tenter ma chance plutôt dans le design intérieur, ou qui a été une passion parallèle en fait du spatial. Et je me suis dit, allez, j'ai étudié les bases de l'architecture d'intérieur avec The Interior Design Institute en ligne, comme on était confinés. Et puis après, je me suis lancée. J'ai créé mon entreprise en Allemagne sans parler allemand. Donc, c'était un sacré challenge. J'imagine. Ton entreprise s'appelait, comme aujourd'hui, Rainbow Shaker? Tout à fait. C'est bien Rainbow Shaker parce que je voulais faire un mélange de couleurs. Donc, ça me correspondait tout à fait. On voit d'ailleurs, parce que du coup, évidemment, le podcast n'est qu'à l'audio, mais on voit déjà que tu portes plein de couleurs. T'as le casque vert, t'as la chemise avec plusieurs couleurs, t'as les boucles d'oreilles de plein de couleurs. On voit derrière la peinture et tout. Enfin, t'es très coloré. C'est gai, quoi. Ça fait du bien. C'est la couleur, moi, je trouve, c'est vraiment la bonne humeur. Et surtout, après la pandémie, j'avais besoin d'avoir quelque chose où je me sente bien, en fait, qui m'apaise, et quelque chose qui sorte vraiment de l'ordinaire, parce que je voulais quelque chose de nouveau. Et alors, à quand remonte la découverte de cette passion? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu as grandi? Oui, alors cette passion de l'architecture d'intérieur, ça remonte à très loin, puisque en fait, ma mère était déjà passionnée par ça. Et quand j'étais petite, en fait, mes parents aimaient rénover les maisons, et donc ils ont acheté, quand je crois que j'avais 6 ans, une maison inscrite au patrimoine pour la rénover. Et donc, ils sont encore en train de la rénover. Donc, ça fait déjà longtemps. Et donc, moi, à 6 ans, j'ai appris à poser le papier peint. J'étais dans les travaux tout le temps. Et puis aussi... À 6 ans, quand même, pas mal. Oui, c'était... Après avoir... En même temps qu'apprendre à lire, hop, le papier peint. Et puis, le week-end... en fait, toute ma famille, même mon oncle, faisait la même chose. Donc, la semaine, j'étais avec ma mère qui rénovait... avec mes parents qui rénovaient leur maison. Et le week-end, on allait aider mon oncle qui rénovait également sa maison. Donc, en fait, on était sur 2 projets à chaque fois. Donc, c'était... je me souviens, on n'avait même pas... il n'y avait même pas de sol. Des fois, c'était la terre battue. Il n'y avait pas d'eau courante. Donc, on faisait chauffer de l'eau à la bouilloire. Et puis, on prenait... ils nous baignaient tous les enfants dans la même bassine. Donc, c'était vraiment une sacrée aventure. D'accord. Et tu sais, je sais pas, ça te procurait quoi comme sensation? Comment t'as identifié, en fait, c'est ce que je fais avec ma famille le week-end, la semaine, etc. Waouh, c'est une passion. Enfin, c'est un truc vraiment qui m'habite finalement. Je crois que cette passion, je l'ai un peu perdue quand je me concentrais un peu sur mes études. J'ai un peu mis de côté, même si, en fait, à chaque fois que je déménageais avec mon mari, en fait, cette passion revenait un petit peu. Et à chaque déménagement, elle revenait de plus en plus forte. Et bien que il y a des déménagements où, par exemple, je faisais des présentations PowerPoint à mon mari avec moodboard, etc. Et je me suis dit, ça m'importait vraiment en fait, de montrer même à mon mari ce que j'allais faire dans l'appartement, et de voir les yeux écarquillés ou surpris, ou vraiment, il avait vraiment envie il se projetait, en fait, de voir les gens se projeter. Ça m'a redonné cette passion. Et avant de me lancer dans mon entreprise, je voulais être sûre aussi que c'est quelque chose qui me procurait du bien-être, et qui était vraiment une passion
à chaque fois. Et donc, j'ai aussi fait des projets un peu en pro bono sur la communauté d'expats de Munich. À chaque fois, c'était vraiment un plaisir de voir les gens se dire ah oui, c'est pas du tout, c'est complètement différent. Et en fait, ça agit vraiment l'architecture d'intérieur. Je trouve que c'est comme ça se rapproche un peu c'est une psychothérapie, quoi. C'est un peu, on peut faire tellement d'émotions différentes avec juste changer une couleur dans une pièce ou apporter une forme dans une pièce. Et moi, j'ai des personnes qui me contactent qui sont vraiment dans leur vie, qui sont un peu déprimées ou qui se sentent pas bien. Et du coup, moi, je les aide avec l'aménagement d'intérieur à se remotiver, à se dire et à être dans un bon mood. Donc ça, c'est vraiment le plus, enfin ce que j'adore dans mon métier actuellement. Donc, si on revient sur t'es à Munich, donc tu décides de créer un peu ton portfolio parce que t'es dans cette recherche de sens, tu te vois pas trop, tu te projettes plus trop dans ta boîte, dans ton quotidien professionnel de l'époque. À quel moment, en fait, tu pars vers l'Angleterre? Tu considères à aucun moment retourner vers la France? Alors, après avoir créé mon entreprise à Munich, j'avais envisagé éventuellement retourner en France, mais on a finalement décidé déjà que s'il y avait que là c'était le temps d'aller à Londres parce que j'avais plus aucune attache avant mon entreprise. Comme j'étais ingénieure aérospatiale, je me déplaçais là où il y avait du travail, puisque mon travail d'ingénieur aérospatial, c'est quelque chose qui a une expertise assez poussée, donc il y a très très peu d'emplois dans le monde. Et là, c'était la première fois où j'avais vraiment aucune enclume, on va dire, et j'étais pas rattachée à quelque chose, donc je pouvais aller où je voulais. Donc c'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à Londres. On a pensé à revenir en France puisque nos deux familles sont en France. Mais je pense que Londres est une ville a une vie beaucoup plus extravagante en termes de couleurs que la France, qui n'est, je ne pense pas encore prête à ça. Et d'ailleurs, j'ai jamais vécu ni à Munich ni à Londres, mais c'est pas qu'un cliché, quoi. C'est ça que je veux dire. En France, après moi c'est quelque chose aussi que j'aime, c'est-à-dire en France on a le goût de la simplicité et on veut pas non plus en faire trop. Et en Angleterre, et enfin surtout à Londres, ils sont vraiment plus dans l'extravagance de couleurs, de textures également, puisque ils adorent mélanger les peintures, les papiers peints avec que ce soit des rayures, des imprimés animaux, etc. Mais c'est assez drôle puisque ici, quand je crée mon style, les Britanniques trouvent que j'ai un style à la française parce qu'en fait mon style il est coloré, mais il est réfléchi, c'est-à-dire que je vais pas aller dans le maximalisme de couleurs et d'imprimés. Je vais faire des formes qui sont simples et qui permettent de créer une illusion dans la pièce, c'est-à-dire soit augmenter le volume de la pièce ou la rendre un peu plus cosy. Et en termes de mobilier, je reste dans le minimalisme, enfin en tout cas dans la fonctionnalité avant tout. Et en Angleterre, la fonctionnalité est secondaire. On va plutôt être dans l'impressionnable, on va dire. Donc je pense que c'est la différence avec la France. Mais au moins, ce qui est assez drôle, c'est que en Angleterre, on trouve que j'ai un style à la française. Et aussi, quand je retourne en France, on pense que je suis anglaise. Donc, c'est assez drôle.
C'est bien, donc tu t'es approprié aussi différentes influences finalement. Du coup, tu le disais tout à l'heure, tu es en couple avec ton conjoint, du coup, vous pouvez vous suivre facilement à ce moment-là. Enfin, je veux dire, au moment de la pandémie, j'imagine que c'est pas non plus le moment où c'est plus facile d'être mobile, même si l'Europe simplifie les procédures d'immigration. C'est pas toujours le cas avec l'Angleterre d'ailleurs. C'est vrai que on a tous les deux été très mobiles. Pour l'Angleterre, en fait, du coup, mon conjoint est aussi ingénieur et donc avait son entreprise qui lui a permis de le faire venir en Angleterre avec son... Parce que maintenant, on doit avoir un visa pour venir travailler. Ce qui est un peu plus compliqué quand on veut créer une entreprise. Les créateurs d'entreprises qui veulent déménager en Angleterre, il faut vraiment, il faut trouver vraiment un domaine très très poussé. Je pense dans l'ingénierie ça fonctionnerait, mais dans l'architecture d'intérieur, il y a quand même c'est un secteur qui est déjà très quand même assez important en Angleterre, donc ils veulent pas forcément encore plus de personnes. Mais oui, là, c'était grâce à mon conjoint qu'on a réussi à se déplacer. Et alors, comment est-ce que ça se passe, cette arrivée en Angleterre? Est-ce que tu te souviens de tes premiers jours et comment est-ce que tu te lances justement? Comment est-ce que tu relances ton entreprise sur place? Comment ça se développe? Mon arrivée en Angleterre, déjà, était assez tumultueuse parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi deux chats. Arriver avec des chiens, ça, il n'y a pas de problème parce que les Anglais adorent les chiens. Il n'y a jamais de problème. Mais les chats, ça, c'est une autre histoire. Donc, on ne pouvait pas arriver en avion depuis l'Allemagne. Les compagnies aériennes refusent les chats. Donc, on a fait un voyage qui a duré 2 jours pour venir, où on a pris un avion pour aller aux Pays-Bas, puis un train, puis le ferry, où on a dû prendre des cabines spéciales pour animaux, parce que même les ferries aussi entre la France et l'Angleterre ne prennent pas les animaux si on n'est pas en voiture. Et ensuite, reprendre un train pour, une fois arrivé en Angleterre, pour arriver à Londres. Donc c'était assez tumultueux, mais bon, le voyage s'est bien passé. Et puis, quand on est arrivé à Londres, du coup, en fait, on a un appartement qui est sur Londres qu'on avait déjà, qu'on était encore en train de rénover parce qu'on a vraiment tout refait nous-mêmes. Donc, c'était encore les travaux. Donc, on a vécu dans les travaux encore une fois. Donc, c'était la première fois pour mon mari d'expérimenter cette vie-là. Donc, c'était assez aussi une belle aventure. Et puis au final, à Londres, les gens sont quand même aussi assez ouverts malgré ce qu'on pense. Et nous, on a vécu aussi à Paris. Et là, c'est sûr que c'est un peu moins dans la communication, on va dire. Et à Londres, on n'a pas eu de soucis à vraiment avoir une place. Notre quartier, il est très... Londres, c'est très grand, mais notre quartier fait un peu comme village, puisqu'en fait, Londres, c'est comme plein de petits villages dans une ville. Et donc, on n'a pas eu vraiment de problème à se faire une place ici. Et en fait, Londres, c'est quand même une ville où il y a beaucoup de belles opportunités. Dès notre arrivée, les opportunités, je trouve, n'ont pas manqué. C'était un peu plus... Il y en avait un peu plus qu'à Munich, ça c'est sûr. Quand on est arrivé, c'était vraiment la fin de la pandémie. Il y avait encore un petit peu Covid, mais c'était la fin. Nous, quand on était en Allemagne, la prise en charge par rapport à la pandémie, c'était vraiment très intense, comme en France, où là, on était beaucoup confinés, on n'avait pas le droit de sortir, puis il y a quand même une police qui est assez présente à Munich, donc le contrôle, c'est assez intense. Moi, mon mari, pendant les 2 ans où on était à Munich, n'a pas pu sortir de chez nous, à part pour faire ses courses. Donc, il est jamais sorti.
il a jamais vu vraiment Munich. Donc, donc c'est assez fou. À part au tout début, le premier mois où il est arrivé, il n'a pas eu le droit de sortir. Et la seule fois où il est sorti au début, c'est vrai que Munich, c'est une ville qui est assez proche de la nature, etc. Donc il y a beaucoup de balades à l'extérieur qui se font. Mais en termes d'accueil, l'accueil allemand n'est pas forcément très chaleureux, surtout pour des personnes qui ne parlent pas aussi allemand. Donc on a dû... j'ai quand même essayé d'avoir un niveau assez... un petit peu plus poussé. Et puis, quand on est arrivé à Londres, c'était vraiment le jour et la nuit, quoi. C'est beaucoup plus... déjà, c'est une ville qui est très, comment on dit, vibrante. Enfin, il y a vraiment de l'énergie tout le temps. On peut trouver de tout dans la rue aussi. Mais... C'est-à-dire on va dire, il y a vraiment des individus. Enfin, en fait, ce qui est drôle, c'est que personne... en fait, on peut être qui on veut. Et du coup, il y a vraiment de tout. Il y a des gens... Il n'y a pas de jugement. Non, pas du tout. Donc c'est... Des fois, on est vraiment... quand on est arrivé de Munich, où là, moi j'étais considérée comme une extraterrestre. Les gens s'arrêtaient dans la rue et me regardaient. Alors que... Et là, ici, les gens... ils étaient habitués, en fait. Ils ont déjà vu de tout. Et déjà, on a... Moi, je me suis sentie déjà un peu plus... un peu mieux, en fait, dans cette ville. Un peu plus... Du coup, déjà un premier comme accueil. Et puis... on connaissait pas forcément beaucoup de personnes ici. On avait 2 connaissances. Et au final, on a emménagé dans un building où tout le monde... tout le monde se rencontre. Il y a un accueil qui est assez présent. On connaît tous nos voisins. Donc, il y a aussi de ça. Il y a beaucoup de Français également à Londres. Donc ça... on dit que c'est la 6e ville française, Londres, beaucoup. C'est ça. C'est vraiment beaucoup à tous les coins de rue. Ou même, en fait, je pense que c'est une des villes où, même si on parle français toute une journée, on s'en sort quand même parce que même les Anglais peuvent aussi parler français. Donc... Moi, j'ai découvert ton histoire quand French Morning Londres t'a interviewé pour parler de ton expérience à la télé sur Channel 4. Est-ce que tu peux me raconter comment est-ce que tu as décidé, rien que de participer finalement au casting de l'émission en question, puis peut-être nous expliquer de quelle émission il s'agit? Oui, donc dernièrement, on a pu m'apercevoir à Londres sur la télé du coup britannique sur Channel 4 dans une émission qui est toute récente qui s'appelle The Big Interiors Battle et donc qui met en compétition 8 architectes d'intérieur. D'ailleurs, pas tous architectes d'intérieur puisqu'il y en a certains qui étaient amateurs pour rénover donc un appartement chacun dans un building qui se trouve à Sheffield. Chaque semaine, l'un de nous était éliminé et le gagnant recevait du coup l'appartement à la fin donc d'une valeur de 250 000 pounds. Donc ce qui est quand même un beau cadeau. et donc moi j'ai fait le tournage l'été dernier. Donc en fait j'ai été contactée quand j'étais d'ailleurs à Munich juste avant de déménager donc et en fait dès que je suis arrivée à Londres le tournage a commencé dans les 2 mois après mon arrivée donc c'était assez ça a pas traîné donc en fait c'est eux qui sont venus te chercher? En fait j'ai donc grâce à mon institut de design intérieur où j'ai mon diplôme. J'ai ma tutrice qui est sur cet institut qui m'a parlé de ça et qui m'a dit ton profil pourrait correspondre.
Donc je leur ai envoyé un message et du coup, ils m'ont recontacté et puis, moi vraiment j'ai trouvé que c'était même presque assez facile dès le début et je me suis demandé si c'était pas un spam ou si c'était pas autre chose. Parce que je les avais jamais vus en vrai et pendant 1 mois, en fait, à chaque fois, ils me disaient: «Oui, bah, tu passes à l'étape, d'après». J'ai dû faire quand même une épreuve un peu d'admission où j'ai soumis des designs sur un des appartements pour qu'ils choisissent encore, à l'étape, finale. Et puis ensuite, quand j'ai déménagé à Londres, j'ai vu du coup les producteurs, en vrai et là je me suis dit: «Ah oui d'accord, Ils existent vraiment. oui, ça va arriver». D'accord. Et qu'est-ce qui t'intéressait du coup dans la participation à cette émission? Alors, le fait de participer, mon envie de participer, c'était parce que, déjà, c'est sûr que ça fait, une pub, incroyable, surtout quand on change de ville ou de pays et de reconstruire toute l'entreprise et cetera. C'est assez compliqué de retrouver la clientèle et puis, l'autre point, c'était aussi de voir est-ce que j'en étais capable et de prouver aussi que c'est quelque chose, que l'architecture d'intérieur, enfin, c'est ce que je sais faire et que c'est pas non plus qu'un métier de hobby. Ouais. Ouais, comme c'est une reconversion aussi pour toi, ça t'aidait aussi à mettre en avant ta légitimité dans ton travail, dans cette nouvelle voie professionnelle aussi? Oui, tout à fait. Donc c'était vraiment, ça m'a aidé à prouver un peu ma légitimité et surtout moi quand j'ai fait ma reconversion, c'est sûr que c'était pas forcément, très, très, très bien, vu au début où beaucoup de gens avaient des commentaires à faire puisque j'étais, à la base ingénieure, où j'avais fait quand même de longues études et de me reconvertir dans l'architecture d'intérieur. En France, on va plutôt privilégier, mettre en avant les métiers avec des longues études où, il y a des mathématiques, ou par exemple, aussi la médecine et les métiers sur la créativité, où on est des artistes, c'est pas encore, mis en avant. Alors qu'en Angleterre, la créativité, c'est c'est très important. Donc ici, personne ne m'a jamais posé la question, ou ne m'a jamais dit, «Mais pourquoi t'as laissé tomber ton salaire, d'ingénieur et ta notoriété d'ingénieur pour te lancer, dans un métier où tout ce que tu fais, c'est taper des coussins et faire des dessins?» Voilà, c'était un peu ça en résumé. Alors donc du coup, tu te lances dans cette émission. Tu nous disais que tu apprenais l'allemand en Allemagne. Ton anglais, comme tu le disais, tu travaillais en anglais déjà. Donc tu étais déjà complètement opérationnel d'un point de vue langue? Oui, en termes de langue, alors pour moi, les langues, ça a toujours été très, très important. Comme j'ai fait beaucoup de voyages, donc je parle en fait 5 langues. D'accord, tu parles quoi? Le français, anglais, du coup maintenant un peu d'allemand, anglais, allemand, espagnol et aussi un peu de chinois. Génial, ça te vient d'où cet amour des langues? En fait, moi j'ai toujours aimé apprendre des langues parce que je trouve qu'en fait c'est comme des clés. Moi j'adore, je suis une personne qui est très sociable et j'adore parler aux gens et découvrir leur histoire. Et des fois, avec la langue, on peut pas forcément, y a un peu une barrière. Donc je me suis dit, je voudrais apprendre déjà les langues qui sont le plus couramment parlées et puis pour pouvoir parler à n'importe qui et pouvoir échanger autour du monde. Te voilà sélectionnée.
tu rencontres ces producteurs. Comme tu le dis, tu es très sociable, etc. Tu maîtrises la langue a priori. Pas de trac. Enfin, je veux dire, il y a le fait de faire ce que t'aimes, qui est donc l'architecture d'intérieur. Puis il y a le fait de se lancer. C'est à la fois une compétition, c'est enregistré, avec forte audience a priori. Comment ça se passe? Tu me racontes un peu tes débuts? C'est vrai que j'ai eu énormément le trac. Au début, déjà, on se lance en se disant ah, ça va être une compétition, donc j'y vais pour vraiment pour gagner. Et puis je vois les autres comme vraiment une compétition, donc je vais foncer et puis ça va le faire. Et puis bon, il y a aussi le trac de la télé. Et au final, d'ailleurs, le premier jour, enfin même la première semaine, on s'est tous parlé et en fait, on est tous devenus amis. Donc en fait, il n'y avait plus du tout de compétition. D'ailleurs, pendant le tournage, les producteurs essayaient de nous donner des questions et pour créer un peu, comme si on avait un esprit de compétition, mais il y en avait pas vraiment. Donc c'était un peu dur pour eux. Mais super ambiance, quoi. Ouais, très, très bonne ambiance. En fait, on s'est beaucoup rapprochés parce que déjà, donc le tournage a duré 2 mois au total. Moi, je suis pas allée jusqu'au bout, mais j'ai quand même fait au moins 1 mois de tournage. Et on était toutes les semaines, donc on devait se déplacer à Sheffield, donc on était en hôtel. On ne devait pas sortir de notre chambre pendant la semaine. Et la journée, une voiture venait nous chercher, nous amener sur le site de tournage, puis nous ramenait. Et puis après, on se renfermait dans notre chambre. Donc, on se faisait un peu des soirées où on mangeait tous ensemble, quand même. Et puis, en fait, le week-end, pour ceux qui voulaient rentrer, on faisait des allers-retours le samedi, dimanche. Et voilà. Et puis, c'était vraiment une routine comme ça, assez épuisante, puisqu'en fait, quand on était en pause, eh bien, on nous demandait encore de travailler, donc de fournir des concepts, des mood boards pour les challenges, pour d'autres choses, de faire les listes d'achat, etc. Donc, on n'arrêtait jamais, en fait. Ouais. Ah ouais, c'est épuisant. Et puis en plus, en parallèle, t'as la vie qui continue aussi, j'imagine, ou t'as réussi à mettre tout entre parenthèses? Alors, en parallèle, on nous avait demandé du coup de mettre tout en parenthèse. Pour pouvoir vraiment vous concentrer. Oui, sur l'émission. C'était un peu compliqué du coup, l'émission, on n'avait pas de salaire, nous, en tant que compétiteurs. D'accord. Donc, pour ceux qui avaient leur Ah ouais, propre dur. entreprise, il fallait qu'on ait mis un peu de sous de côté. Donc, c'est sûr que aussi, il y en a qui n'ont pas pu continuer, ou qui n'ont pas donné suite pour l'application, parce que c'est quand même 2 mois sans être payé, donc c'est quand même très compliqué. C'est énorme ça. Je croyais qu'en tout cas, au moins en France, alors du coup peut-être pas en Angleterre, les candidats d'émissions de ce genre-là doivent être rémunérés un minimum. Alors c'est peut-être pas après le salaire d'avant, mais parce que c'est un travail, quoi. Enfin, c'est dans la production de contenu, vous en faites beaucoup, vous travaillez pour la télé. Je savais pas du tout qu'en Angleterre ça n'existait pas. Oui, c'est vrai que ça m'a un peu étonnée au début. D'ailleurs, dans mon esprit française, moi j'étais un peu celle qui essaie de revendiquer les choses, qui regardait vraiment le contrat écrit en tout petit et mais au final, c'est sûr que quand on nous dit il y a quand même plusieurs milliers d'autres personnes qui prendraient ta place si tu dis non. Donc on se dit bon, ok. Il s'est passé combien de temps du coup entre l'enregistrement et la diffusion? Donc l'enregistrement s'est terminé en septembre et on a diffusé à partir de avril, je crois, fin avril. Donc il s'est déroulé environ 6-7 mois. D'accord. Et pendant tout ce temps-là, tu ne peux rien dire? Non, alors ça, c'était très compliqué de rien dire du tout. Ouais. Et puis à chaque fois, on leur posait la question quand est-ce que ça va passer, quand est-ce que ça va passer.
Et d'ailleurs, normalement, ça devait passer plus tôt et ils l'ont repoussé. Donc bon, c'était vraiment... À un moment, on s'est dit, est-ce qu'un jour, ça va passer? Et puis quand c'est passé, déjà, c'était super. Et puis, c'est passé super vite. Ouais. Donc ça, c'est... Oui, 2 mois, ça passe vite aussi, c'est clair. Et alors, tu le disais tout à l'heure, on te dit un peu que tu as un style très français en Angleterre et que très british quand tu es en France. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est manifesté aussi justement sur les plateaux d'enregistrement, dans ton style, dans ce que tu faisais? Est-ce que tu as été un peu, pas étiquetée, mais voilà, la française? Comment ça s'est passé? Alors, c'est sûr que sur le plateau de télévision, j'étais la seule française. Donc, à un moment, je me suis même demandé si, quand ça allait passer à la télé, s'ils allaient mettre des sous-titres pour me faire me sentir mal. Mais au final, ils ne l'ont pas fait. Mais c'est sûr, oui, mon style a quand même été assez apprécié. C'est sûr il s'est beaucoup fait remarquer parce que c'est complètement différent. Donc j'ai fait beaucoup de formes géométriques, encore des couleurs encore plus fortes que j'avais jamais encore fait. J'ai fait beaucoup de DIY, de bricolage, parce qu'on avait un budget qui était très restreint par pièce. Donc ça, c'était un peu ma carrière d'ingénieur un peu qui reprenait un peu le dessus. Mais oui, c'est vrai que, enfin, je sais pas si après on m'a beaucoup sur l'émission. En fait, quand c'est passé, c'est sûr que 8 candidats en 45 minutes à tourner, c'est assez rapide. Donc, on passe pas beaucoup de temps sur chaque candidat. Mais au fur et à mesure, on en apprend un peu plus sur moi. Après, ce qui est assez drôle, c'est que moi, j'ai des fois des personnes qui me disent ton accent. Alors, les Français reconnaissent que je suis française dans mon accent, mais souvent les Anglais me demandent si je suis allemande ou si je suis suisse ou si Marrant. D'accord. Du coup, en fait, j'ai aussi cette capacité en fait, quand j'arrive dans un pays ou quand je parle à quelqu'un qui a un accent, je vais m'approprier son accent, mais juste par imitation. Alors, c'est sans le faire exprès. Et du coup, en fait, tous ces accents, Ouais. je les T'es ressors. le fruit des cultures dans lesquelles t'as vécu, quoi, finalement. C'est ça. Et aussi, j'imite un peu des fois les personnes avec qui je parle. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'Écossais. Alors, des fois, c'était des accents très, très étranges que je faisais. Mais bon, c'était une très belle expérience. Est-ce que tu peux me parler, je sais pas, d'un des moments les plus mémorables de ta participation à l'émission? Alors, il y a eu beaucoup de moments vraiment assez mémorables, enfin, pour moi, derrière la caméra. C'est sûr que là, quand on voit sur ma participation à l'émission, il y a un épisode où, on va dire, il y a un peu de drama qui se passe. Raconte. C'est le dernier, d'ailleurs, celui où je pars, où on me filme avec une autre candidate, où il me filme un peu comme si j'étais... du coup, je la force à faire quelque chose et elle veut pas. Donc, c'est aussi dans le but de la télé de montrer le drama, comme on dit. Et au final, c'est sûr que la pression, elle est assez forte pour chacun. Surtout que moi, j'étais presque dans les plus âgés. L'autre candidate, elle avait 20 ans. Donc, c'est à 20 ans, être sur une émission de télé-réalité et en plus, sans être architecte d'intérieur, donc elle était amatrice, c'est quand même assez dur. Et surtout quand on est vraiment filmé constamment et c'est des gens qui nous disent des fois aussi, qui nous incitent des fois à dire des choses.
Donc, c'est sûr que beaucoup de téléspectateurs, on peut retenir cet épisode et c'est un épisode qui nous a fait passer toutes les deux pour un peu des drama queen, mais au final, c'était quand même pas aussi dramatique. Bah forcément, il y a un peu de mise en scène au montage. On s'y attend, quoi. En tout cas, après, je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais. Oui, bah, tout à fait. Et donc, non, les moments mémorables que j'ai, c'est vraiment avec les compétiteurs. Enfin, on s'est rencontrés la première semaine, on a tout de suite été amis. Et pour dire qu'à un moment, il y avait mon anniversaire, par exemple, pendant le tournage, et on était tous en train de travailler. Et l'équipe de tournage m'avait fait un gâteau. Ah, sympa. Les compétiteurs m'avaient également fait un gâteau. Et ils m'avaient aussi offert une carte qu'ils avaient tous signée. Donc, c'était vraiment un des moments que j'ai encore la carte ici. Donc, je regarde sur ton bureau au quotidien. Sur mon bureau, ouais. Donc, non, bien. c'est vraiment c'est fou parce que c'est des personnes que j'ai côtoyées pendant 1 mois, 2 mois. Et en fait, maintenant, on est presque, on est amis pour la vie. Vous êtes toujours en contact ? Oui, tout à fait. On est tous en contact et on a tous vécu, comme on a tous vécu cette expérience un peu extraordinaire, ça nous a vraiment, vraiment rapprochés. Donc, on sait que on est toujours là pour chacun d'entre nous. Donc, trop bien. C'est vraiment, ça a été une super équipe de casting. Ah bah, génial. En tout cas, félicitations pour ton parcours. Merci beaucoup. Comment est-ce que du coup, alors, cette publicité dont tu parlais a porté ses fruits ? Est-ce que, t'en es où justement là de ta reconversion ? On est quoi ? On est à 2-3 ans post prise de conscience, en tout cas, que tu voulais faire un pas de côté par rapport à ta carrière d'ingénieur ? Oui, tout à fait. Là, j'ai célébré mes 2 ans il y a quelques mois. Oui, cette expérience, c'est sûr que ça a changé quelque chose. En tout cas, en France, malheureusement, c'est pas possible de le voir encore. Éventuellement, qui sait, sur Netflix dans quelques temps. Pour l'instant, j'ai eu beaucoup déjà de messages de support et d'encouragement. Moi, j'ai vraiment eu peur parce qu'on entend beaucoup parler des haters, etc. Et moi, pour l'instant, j'ai pas eu ça. En tout cas, sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment eu que des encouragements et oui, plusieurs projets qui se sont concrétisés ou des collaborations. À l'heure actuelle, j'ai énormément de projets en cours. Et d'ailleurs, pas que en Angleterre, puisque j'en ai un en Allemagne, j'en ai un à Glasgow, en Écosse. D'accord. Et j'en ai éventuellement un à Vilnius, donc en Lituanie. Donc, c'est un peu partout. Donc, l'envol international. C'est ça, tout à fait. Donc là, je peux vraiment dire que ma clientèle est complètement internationale. Félicitations, c'est génial. Merci. Comment est-ce que tu envisages le futur ? Et je ne sais pas si tu as un conseil, un petit mot que tu glisserais à l'oreille de la Justine d'il y a 2-3 ans ? Alors, déjà, le futur, je pense que je vais continuer dans ma lancée. En fait, ce que j'aime aussi voir, c'est que mon style, il change beaucoup déjà par rapport aussi aux clients avec qui je travaille, puisqu'il y a certains styles que je vais faire avec des clients, d'autres non. Et moi, ce qui est primordial pour moi, c'est de révéler vraiment la personnalité du client, mais en m'apportant ma signature. Et donc, j'ai fait des projets moi, c'est de continuer aussi à faire des projets qui sont commerciaux et des projets résidentiels. Avoir plus aussi dans le futur de collaboration. Ce que je rêve de faire, c'est éventuellement des hôtels. Alors là, ce serait vraiment fou. Je pense que je me lâcherais complètement. donc ce serait super. Et puis, la dernière chose qui me tente beaucoup, c'est aussi vraiment continuer à raconter
mon histoire, à montrer aux gens qu'en fait, on peut avoir l'aventure qu'on veut. On peut être prédestiné à quelque chose et en fait avoir à la fin une aventure complètement différente. Et qu'il faut... en fait, il y a des opportunités partout qu'il faut les saisir. Et donc, peut-être raconter ça éventuellement dans des livres ou des choses comme ça. Moi, j'adore écrire aussi. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, quoi. C'est ça. Et puis, du coup, le conseil que je dirais à la Justine d'avant, je pense que avant, j'avais éventuellement plus peur. Quand on se lance au début, on a un peu peur. Et moi, c'est sûr que quand j'étais pendant mes études, j'avais déjà tout tracé. J'avais déjà, au bout de 3 ans, je ferai ça. Après, je ferai ça. Et en fait, c'est un peu... en anglais, on dit « think outside the box ». Donc, c'est ce conseil que j'ai envie de dire à la Justine avant, c'est-à-dire de penser au-delà et de pas se mettre dans un moule, en fait. D'essayer de continuer à être en décalé. Moi, être en décalé, c'est pas être en marge de la société ou quoi, c'est de se forger sa propre histoire, sa propre aventure. Eh ben bravo, génial comme conclusion. Merci beaucoup Justine, je te souhaite une excellente continuation et puis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Justine Guillermo pour sa gentillesse et cet échange que j'ai trouvé passionnant. Un grand merci à Leïla de nous avoir mis en relation et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, prenez quelques secondes de votre temps précieux pour aller donner 5 étoiles au podcast et lui laisser un petit mot sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Bon et du coup, on part où la semaine prochaine ? On devrait parcourir quelques kilomètres puisque nous nous rendons sur la côte ouest américaine. On écoute un extrait. En fait, on s'est dit, avant de se mettre ensemble, quand on discutait, on s'est dit, on avait quand même vu qu'il y avait un truc. Hein. Et donc, du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Si on se met ensemble, ça va, maintenant, on était dans la fin de notre vingtaine, début de la trentaine, on a dit, ça va, on va pas s'amuser, à faire de la longue distance, il va falloir trouver une solution. C'était pas votre truc, quoi. Ouais, d'accord, ok. Voilà, donc tout de suite, vous êtes passé à l'action. Au bout de combien de temps vous avez fait les mariages, alors ? Disons qu'on s'est mariés en 3 mois, quoi. Même pas peur. Mais non, on s'est mis ensemble le 25 décembre, on s'est mariés le 1er avril. Ah ouais, même pas une blague, j'adore. Oui, c'était notre faire-part, c'est pas une blague et on a envoyé la photo, c'était pas une blague. En attendant de découvrir le récit d'Estelle, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis donc à mardi pour cette nouvelle histoire. À bientôt.